Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations méconnues qui ont révolutionné le quotidien. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire extraordinaire de Pierre-Auguste Baumont, inventeur français du début du XXe siècle, qui révolutionna le chauffage domestique en s'inspirant d'une technique millénaire chinoise. Son lit-poêle, d'abord moqué par ses contemporains comme une fantaisie exotique, allait prouver son efficacité remarquable lors de l'hiver rigoureux de 1911, en réduisant spectaculairement la consommation de combustible des foyers français qui l'adoptèrent. Cette histoire authentique nous plonge dans la France de la Belle Époque, où les innovations techniques se heurtaient souvent aux préjugés et aux traditions établies. Baumont, ingénieur visionnaire mais incompris, dut faire face aux moqueries de ses pairs avant que l'évidence de ses résultats ne s'impose face au scepticisme général et ne transforme cette curiosité orientale en révolution du chauffage domestique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes d'inventeurs français méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces génies oubliés de l'innovation française. Préparez-vous à découvrir comment une idée venue d'Extrême-Orient allait révolutionner le confort hivernal européen. Paragraphe 1. L'automne 1910 marqua un tournant décisif dans la vie de Pierre-Auguste Baumont, ingénieur des arts et métiers de 42 ans, qui venait de rentrer d'un voyage d'études de 18 mois en Chine, mandaté par le ministère de l'Industrie français pour observer les techniques artisanales traditionnelles susceptibles d'être adaptées à l'industrie européenne. Dans sa modeste maison de Neuilly-sur-Seine, entouré de ses carnets de voyage et des croquis techniques rapportés du Céleste Empire, Baumont travaillait fébrilement sur une invention qui allait révolutionner le chauffage domestique français. Un système de lit-poêle inspiré du Kang chinois millénaire qu'il avait découvert dans les maisons paysannes du nord de la Chine. Le Kang traditionnel, que Baumont avait étudié pendant des mois dans les villages de Mandchourie, constituait un système de chauffage génial par sa simplicité et son efficacité. Cette plateforme de briques creuses, construite au-dessus d'un foyer, permettait de chauffer simultanément la chambre à coucher et de cuisiner, tout en conservant la chaleur pendant des heures grâce à la masse thermique des matériaux. Ce système vieux de 2 millénaires, notait Baumont dans son journal, surpasse en efficacité tous nos poêles européens les plus modernes. Il transforme chaque gramme de combustible en chaleur utile. Cependant, adapter cette technique ancestrale aux exigences du confort bourgeois français nécessitait une ingéniosité considérable. Baumont devait résoudre des problèmes techniques complexes, intégrer ce système dans l'architecture européenne, respecter les normes de sécurité françaises, adapter les matériaux aux ressources locales et surtout convaincre une clientèle habituée aux cheminées traditionnelles et aux poêles en fonte d'adopter ce qui leur semblait être une curiosité exotique venue d'un pays considéré comme arriéré technologiquement. Sa première réalisation, installée dans sa propre chambre à coucher, fit sensation dans son quartier de Neuilly. Les voisins venaient observer cette étrange construction qui ressemblait davantage à un hôtel chinois qu'à un système de chauffage moderne. Madame Dubois, sa voisine bourgeoise, déclarait avec dédain: « Monsieur Baumont collectionne décidément les bizarreries orientales. Après ces vases chinois, voilà qu'il veut dormir sur un fourneau. Quelle idée saugrenue !» Ces moqueries de bon voisinage révélaient l'incompréhension générale face à cette innovation radicale. Le système de Baumont consistait en une plateforme surélevée de briques réfractaires percées de conduits internes, reliées à un foyer latéral dissimulé dans une construction élégante de style Art Nouveau. Cette plateforme, recouverte d'un matelas spécialement conçu, servait à la fois de lit et de radiateur géant qui diffusait une chaleur douce et régulière pendant toute la nuit. Le foyer, alimenté avant le coucher, maintenait la chaleur jusqu'au matin grâce à la combustion lente et à l'inertie thermique des briques. L'esthétique de cette installation défiait tous les codes du mobilier français traditionnel. Baumont avait collaboré avec l'ébéniste décorateur Émile Gallet pour créer un ensemble harmonieux qui intégrait les éléments techniques dans un décor inspiré de l'art japonisant alors en vogue. Le résultat,
bien qu'esthétiquement réussi, désorientait profondément les visiteurs habitués aux chambres à coucher conventionnelles, avec leur lourd mobilier de bois sombre et leurs cheminées de marbre. Les premières semaines d'utilisation révélèrent des avantages considérables qui dépassaient les espérances de l'inventeur. Non seulement le système chauffait efficacement la chambre avec une consommation de bois remarquablement faible, mais il créait aussi un microclimat particulièrement favorable à la santé. La chaleur rayonnante éliminait l'humidité, les mouvements d'air froid et les variations brutales de température qui caractérisaient le chauffage traditionnel français de l'époque. Cependant, convaincre le public français d'abandonner ses habitudes séculaires pour adopter cette innovation venue d'Asie s'avérait un défi considérable. Les préjugés contre les techniques chinoises étaient profondément ancrés dans la mentalité européenne de l'époque, qui considérait l'Orient comme un réservoir de curiosités pittoresques plutôt que comme une source d'innovations techniques utilisables. Comment peut-on s'inspirer de sauvages qui n'ont même pas inventé la machine à vapeur, ironisait le Journal des inventeurs dans un article consacré aux fantaisies exotiques de M. Beaumont. L'opposition ne venait pas seulement du grand public, mais aussi des professionnels du chauffage, qui voyaient dans cette innovation une menace pour leurs activités traditionnelles. Les poêliers, cheministes et marchands de combustible multipliaient les critiques techniques et sécuritaires pour discréditer ce système qui menaçait leurs intérêts commerciaux. Ce système chinois est dangereux, proclamait la corporation des maîtres fumistes. Il risque l'asphyxie, l'incendie et l'effondrement. Nos cheminées françaises, éprouvées par des siècles d'usage, restent infiniment supérieures à ces fantaisies orientales. Mais Beaumont, fort de sa formation d'ingénieur et de son expérience concrète, persistait dans ses perfectionnements techniques. Il développait des variantes adaptées aux différents types de logements français. Version urbaine pour les appartements parisiens, version rurale pour les maisons de campagne, version bourgeoise pour les hôtels particuliers. Chaque modèle était calculé pour optimiser le rendement thermique en fonction des contraintes architecturales et des habitudes de vie de la clientèle visée. Sa conviction profonde était que cette technique millénaire chinoise, perfectionnée par l'ingénierie française moderne, révolutionnerait le confort domestique européen tout en réalisant des économies considérables de combustible. Cette vision, qui lui semblait évidente, allait bientôt être mise à l'épreuve de l'hiver rigoureux de 1911, qui transformerait les moqueries en admiration et les sceptiques en convertis enthousiastes. Paragraphe 2. L'hiver 1910-1911 s'annonçait particulièrement rude selon les prévisions météorologiques, et Beaumont décida de mettre à profit cette circonstance pour démontrer l'efficacité supérieure de son système. Il organisa ce qu'il appelait une expérimentation comparative contrôlée, en équipant sa maison de Neuilly de 3 systèmes de chauffage différents. Son lit poêle chinois dans la chambre principale, un poêle en fonte moderne dans le salon et une cheminée traditionnelle dans la bibliothèque. Cette approche scientifique visait à mesurer objectivement les consommations de combustible et les performances thermiques de chaque système dans des conditions d'usage identiques. Pour garantir la fiabilité de ces mesures, Beaumont fit appel à son ami Émile Perrin, ingénieur des ponts et chaussées et expert reconnu en thermodynamique, qui accepta de superviser cette expérimentation malgré son scepticisme initial envers ce qu'il appelait les chinoiseries de Pierre Auguste. Perrin installa des thermomètres de précision dans chaque pièce, organisa un système de pesage rigoureux du combustible utilisé et tint un journal détaillé des conditions météorologiques extérieures pour corriger les variables environnementales. Les premiers résultats, relevés dès novembre 1910, stupéfièrent Perrin lui-même. Le lit poêle chinois maintenait une température constante de 18 degrés dans la chambre, avec seulement 800 grammes de bois par nuit, tandis que le poêle du salon consommait 2 kilos pour maintenir la même température, et la cheminée de la bibliothèque engloutissait près de 4 kilos de bûches pour un résultat thermal équivalent. Ces chiffres sont incroyables, notait Perrin dans son rapport préliminaire. S'ils se confirment sur la durée, nous tenons là une révolution du chauffage domestique. Yétiol, l'efficacité supérieure du système chinois s'expliquait par plusieurs facteurs techniques
que Beaumont avait soigneusement étudiées et optimisées. D'abord, la combustion lente dans un foyer fermé permettait une utilisation maximale de l'énergie contenue dans le bois, contrairement aux cheminées ouvertes, qui évacuaient directement une grande partie de la chaleur par la cheminée. Ensuite, la masse thermique considérable des briques réfractaires emmagasinait cette énergie et la restituait progressivement pendant des heures, créant un chauffage continu, sans rallumage. Enfin, le principe du chauffage radiant direct du corps humain par la plateforme chaude permettait un confort thermal optimal, avec une température ambiante plus faible que dans les systèmes conventionnels. Avec mon lit-poêle, expliquait Beaumont à ses visiteurs, je dors confortablement par 10 degrés I extérieur avec une température ambiante de seulement 16 degrés, alors qu'il faudrait 22 degrés D avec un chauffage traditionnel pour le même confort. Cette différence représente une économie énergétique considérable. Cependant, cette démonstration scientifique ne suffisait pas à convaincre l'opinion publique parisienne qui restait majoritairement sceptique face à cette innovation venue d'Extrême-Orient. Les journaux de l'époque multipliaient les articles ironiques sur l'ingénieur qui dort sur un poêle et la mode des chinoiseries domestiques. Le Figaro publia même une caricature de Beaumont en mandarin dormant sur un fourneau, accompagnée de la légende « Les dernières inventions de nos ingénieurs, après la machine à vapeur, le lit cuisinière ». Cette résistance de l'opinion révélait les préjugés profonds de l'époque contre tout ce qui venait d'Asie. La France de 1911, fière de sa révolution industrielle et de ses innovations techniques, avait du mal à admettre qu'une civilisation considérée comme arriérée puisse avoir développé des solutions supérieures aux siennes. Cette arrogance technologique occidentale constituait le principal obstacle à la diffusion de cette innovation, pourtant remarquablement efficace. Beaumont décida alors de frapper un grand coup médiatique pour imposer sa démonstration. Il organisa ce qu'il appela les grandes mesures de l'hiver 1911. Une expérimentation publique où des personnalités scientifiques, des journalistes et des notables parisiens seraient invités à constater par eux-mêmes les performances de son système. Cette opération de communication, particulièrement audacieuse pour l'époque, visait à transformer les moqueries en reconnaissance publique. L'invitation, rédigée dans un style à la fois scientifique et provocateur, fut envoyée à une centaine de personnalités influentes. Monsieur Pierre-Auguste Beaumont a l'honneur de vous convier à constater l'efficacité révolutionnaire du chauffage chinois adapté aux exigences françaises. Venez mesurer vous-même les économies de combustible que permet cette technique millénaire perfectionnée par l'ingénierie moderne. Votre scepticisme sera le bienvenu. Il ne résistera pas aux chiffres. Cette provocation calculée eut l'effet escompté. La curiosité l'emporta sur les préjugés, et de nombreuses personnalités acceptèrent l'invitation, certaines par intérêt scientifique, d'autres par simple amusement mondain. Parmi les invités figuraient des noms illustres de l'époque, le physicien Pierre Curie, l'ingénieur Gustave Eiffel, le journaliste Marcel Proust, et même la comédienne Sarah Bernhardt qui déclarait vouloir voir cette merveille chinoise qui fait dormir les ingénieurs sur des fourneaux. Ces visites officielles, échelonnées sur tout l'hiver 1911, allaient transformer progressivement les moqueurs en convertis et les sceptiques en propagandistes enthousiastes de cette révolution du chauffage domestique. Beaumont tenait enfin l'occasion de prouver que son inspiration chinoise pouvait révolutionner le confort français, à condition de surmonter les préjugés culturels et les résistances commerciales qui s'opposaient encore à cette innovation radicale. Paragraphe 3. Les premières visites officielles, organisées en décembre 1910, créèrent une sensation considérable dans les milieux scientifiques et mondains parisiens. Pierre Curie, accompagné de plusieurs membres de l'Académie des sciences, procéda à des mesures de température et de consommation énergétique d'une précision remarquable. Utilisant les instruments les plus modernes de son laboratoire, le célèbre physicien confirma les résultats annoncés par Beaumont avec une rigueur scientifique qui impressionna tous les observateurs présents. « Ces mesures sont formelles », déclara Curie après 3 heures d'expérimentation. Ce système présente un rendement énergétique supérieur de 60 à 70% aux meilleurs poêles européens actuels.
l'ingénieur Beaumont a su adapter une technique ancestrale avec une maîtrise technique remarquable. Cette innovation mérite la plus grande attention de notre communauté scientifique. Cette caution prestigieuse transforma immédiatement la perception publique de l'invention, passant du statut de curiosité exotique à celui de innovation scientifique majeure. La visite de Gustave Eiffel fut encore plus spectaculaire. L'illustre ingénieur, accompagné de son équipe technique, examina pendant une journée entière tous les aspects de la construction. Résistance des matériaux, calcul thermodynamique, sécurité structurelle, optimisation des flux de chaleur. Son verdict fut sans appel. Monsieur Beaumont a réalisé une prouesse d'ingénierie remarquable. Cette adaptation française d'une technique chinoise surpasse nos réalisations européennes par son efficacité et son élégance. Je recommande officiellement l'étude de ce système par nos services techniques. Cette validation par Eiffel eut un retentissement considérable dans la presse technique française. La Revue générale des sciences publia un article enthousiaste intitulé « Le génie chinois au service du confort français », tandis que le journal des ingénieurs consacrait sa une à « La révolution thermique de M. Beaumont ». Ces publications spécialisées, lues par les décideurs industriels et les architectes, contribuèrent à légitimer définitivement cette innovation aux yeux des professionnels. Marcel Proust, présent davantage par curiosité mondaine que par intérêt technique, fut néanmoins séduit par l'aspect esthétique et le confort exceptionnel de ce système. Cette invention, écrivait-il dans une lettre à sa mère, elle transforme la chambre à coucher en véritable cocon de douceur orientale. La chaleur qui monte doucement de ce lit magique crée une atmosphère d'une volupté extraordinaire, digne des plus beaux palais chinois. Cette description poétique, largement diffusée dans les salons parisiens, contribua à créer autour du lit poêle une aura de raffinement exotique qui séduisait la bourgeoisie cultivée. Sarah Bernhardt apporta sa contribution spectaculaire à cette campagne de séduction en organisant dans la chambre de Beaumont une soirée théâtrale privée où elle déclama des poèmes orientaux allongés sur le lit poêle chinois, vêtu d'un kimono japonais prêté par le collectionneur d'art oriental Samuel Bing. Cette mise en scène savamment orchestrée, photographiée par les reporters du Figaro Illustré, créa un événement mondain qui popularisa l'invention auprès du grand public parisien. Ce lit poêle chinois, déclara la divine Sarah devant les journalistes, réunit la sagesse millénaire de l'Orient et le génie technique français. Il incarne parfaitement l'esprit de notre époque, qui sait puiser l'inspiration aux sources les plus diverses pour créer le beau et l'utile. Cette formulation brillante, maintes fois reproduite, contribua à transformer l'image de cette invention d'objets techniques en œuvre d'art inspirée par l'Orient. Les commandes commencèrent à affluer dès janvier 1911, émanant d'une clientèle bourgeoise séduite par cette alliance du confort moderne et de l'esthétique orientale. Beaumont dut organiser rapidement un atelier de fabrication en s'associant avec Henri Fourdinois, ébéniste réputé du faubourg Saint-Antoine, et avec la briqueterie Émile Muller de Ivry-sur-Seine, spécialisée dans les céramiques architecturales. Cette production artisanale de luxe permettait de répondre aux commandes personnalisées tout en maintenant la qualité technique indispensable. Chaque réalisation était adaptée aux spécificités du logement et au goût de la clientèle. Pour l'industriel Eugène Schneider, Beaumont créa un modèle monumental intégré dans un décor néo-gothique. Pour la baronne de Rothschild, il conçut une version délicate, ornée de céramique de Sèvres à décor oriental. Pour l'écrivain Pierre Loti, fervent orientaliste, il réalisa un ensemble somptueux qui reproduisait fidèlement l'esthétique des Kang Manchu qu'il avait étudiés en Chine. Cette production de luxe, bien que limitée, créait un effet d'entraînement considérable. Les visiteurs de ces installations d'exception découvraient non seulement le confort extraordinaire du système, mais aussi les économies substantielles qu'il permettait de réaliser. Les témoignages enthousiastes de ses premiers utilisateurs, relayés par le bouche à oreille de la haute société parisienne, créèrent une demande croissante qui dépassait rapidement les capacités de production artisanale de Beaumont. Le succès mondain s'accompagnait d'une validation technique de plus en plus large. L'école centrale, l'école des mines et l'école polytechnique intégrèrent l'étude de ce système dans leurs cours de thermodynamique appliquée,
Des ingénieurs étrangers vinrent étudier cette innovation française. L'Allemand Rudolf Diesel s'enthousiasma pour cette application de la combustion optimisée. L'Anglais Lord Kelvin y vit une démonstration brillante des lois de la thermodynamique. L'Italien Guglielmo Marconi proposa d'adapter le système pour le chauffage des stations de télégraphie sans fil. Cette reconnaissance internationale consacrait définitivement l'invention de Beaumont et préparait sa diffusion européenne. Le lit-poêle chinois cessait d'être une curiosité parisienne pour devenir une innovation technique de portée internationale, ouvrant la voie à une révolution du chauffage domestique européen qui allait transformer le confort hivernal de millions de foyers dans les décennies suivantes. Paragraphe 4. L'hiver particulièrement rigoureux de 1911 offrit à Beaumont l'opportunité rêvée de démontrer définitivement la supériorité de son système face aux méthodes traditionnelles de chauffage français. Les températures exceptionnellement basses de février 1911, qui descendirent jusqu'à 20 degrés à Paris, créèrent une pénurie de combustible qui révéla dramatiquement l'inefficacité énergétique des systèmes conventionnels. Tandis que les propriétaires de cheminées et de poêles traditionnels voyaient leurs factures de chauffage exploser et leurs réserves de bois s'épuiser, les possesseurs de lit-poêles chinois maintenaient leur confort habituel avec une consommation énergétique dérisoire. Cette démonstration grandeur nature fut documentée avec une précision scientifique remarquable par Émile Perrin, qui publia dans les comptes rendus de l'Académie des sciences un rapport détaillé sur l'efficacité comparée des systèmes de chauffage domestique lors de l'hiver exceptionnel de 1911. Ce document, devenu une référence technique majeure, établissait définitivement que le système de Beaumont consommait effectivement 60% de combustible en moins que les meilleurs poêles européens pour un confort thermal équivalent, et près de 80% de moins que les cheminées traditionnelles. Les chiffres étaient éloquents. Pendant les 3 semaines les plus froides de février, où la température extérieure ne dépassa jamais 8 degrés, une chambre équipée du lit-poêle chinois maintenait 18 degrés C de température avec seulement 15 kg de bois, tandis qu'une chambre similaire chauffée par un poêle en fonte de qualité supérieure consommait 38 kg, et qu'une pièce équivalente avec cheminée en engloutissait 72 kg. Cette différence spectaculaire représentait des économies considérables à une époque où le combustible coûtait cher et se raréfiait pendant les grands froids. L'impact économique de ces résultats dépassa rapidement le cercle des utilisateurs directs pour intéresser les responsables de l'économie nationale. Le ministre de l'Industrie Louis Loucheur, alerté par ses performances exceptionnelles, commanda une étude officielle sur l'intérêt de généraliser ce système pour réduire la consommation nationale de bois de chauffage. Si 1/10 seulement des foyers français adoptaient cette technique, calculait le rapport ministériel, nous économiserions annuellement 200 000 tonnes de combustible, soit l'équivalent de la production forestière de 3 départements. Cette dimension d'économie nationale transforma la perception politique de l'invention de Beaumont. Ce qui avait commencé comme une curiosité technique devenait soudain un enjeu stratégique pour l'indépendance énergétique française. Le président Raymond Poincaré lui-même reçut l'inventeur à l'Élysée pour examiner les implications de cette innovation pour la politique énergétique nationale. « Monsieur Beaumont, lui déclara le président, votre génie français inspiré par la sagesse chinoise peut contribuer à l'indépendance énergétique de notre République. Cependant, cette montée en puissance politique de l'invention créait aussi des résistances nouvelles, plus organisées et plus redoutables que les moqueries initiales. La Fédération française des marchands de combustible, inquiète de voir ses ventes diminuer, lança une campagne de dénigrement systématique contre ces techniques étrangères qui menacent l'emploi français. De même, la Corporation des maîtres fumistes multipliait les expertises alarmistes sur les dangers considérables de ces installations exotiques non conformes aux traditions françaises de sécurité. Ces oppositions corporatistes trouvèrent un écho dans une partie de la presse conservatrice qui dénonçait l'invasion des techniques asiatiques dans nos foyers français. Le journal L'Action française publia même un article virulent intitulé « Faut-il cyniser la France ?», qui présentait l'adoption de ces techniques chinoises comme une menace pour l'identité nationale.
Cette polémique révélait les tensions identitaires de la France de 1911, partagées entre son ouverture cosmopolite et ses réflexes nationalistes. Beaumont répondit à ces attaques par une stratégie de communication brillante qui retournait l'argument nationaliste à son avantage. Ce système, expliquait-il dans une conférence à la Sorbonne, illustre parfaitement le génie français, notre capacité à nous inspirer de toutes les civilisations pour créer du mieux et du plus beau. Nos ancêtres ont emprunté aux Arabes l'algèbre, aux Italiens la perspective, aux Flamands la peinture à l'huile. Aujourd'hui, nous empruntons aux Chinois l'art du chauffage efficace. Cette ouverture au monde fait notre grandeur. Cette rhétorique de l'universalisme français trouvait un écho favorable dans l'opinion publique cultivée de l'époque, particulièrement sensible aux arguments sur la mission civilisatrice de la France et sa vocation à synthétiser les apports de toutes les cultures. Le succès de l'exposition universelle de 1900, qui avait célébré cette synthèse culturelle mondiale sous l'égide française, avait préparé les esprits à accepter cette forme de métissage technique. La validation définitive vint de l'étranger, avec l'intérêt manifeste de plusieurs gouvernements européens pour cette innovation française. L'empereur Guillaume II fit installer un lit-poêle chinois dans son château de Sanssouci, déclarant que cette invention française démontre une fois de plus la créativité technique de nos voisins. Cette reconnaissance allemande, particulièrement prestigieuse dans la France de 1911, balaya les dernières réticences nationalistes et consacra définitivement l'innovation de Beaumont comme une réussite du génie français. Le tsar Nicolas II commanda plusieurs installations pour ses palais d'hiver, tandis que le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, souhaitait équiper sa résidence de Savoie. Cette adoption par les cours européennes créait un effet de mode aristocratique qui accélérait la diffusion sociale de l'invention. Ce qui avait commencé comme une adaptation artisanale d'une technique paysanne chinoise devenait progressivement le symbole du raffinement européen moderne. Cette consécration internationale préparait l'industrialisation de la production, étape indispensable pour démocratiser cette innovation et la rendre accessible aux classes moyennes françaises qui commençaient à s'y intéresser massivement après la démonstration éclatante de l'hiver 1911. Paragraphe 5. Le succès éclatant de l'hiver 1911 obligea Beaumont à repenser complètement l'organisation de sa production pour répondre à une demande qui explosait littéralement. Les commandes affluaient non seulement de la bourgeoisie parisienne, mais aussi de la province française et même de l'étranger. L'atelier artisanal de Neuilly, qui produisait péniblement une installation par mois, ne pouvait plus satisfaire des commandes qui se comptaient désormais par centaines. Cette transformation d'une invention artisanale en produit industriel nécessitait des capitaux, des compétences et une organisation que le génial inventeur ne possédait pas. C'est alors qu'intervint dans sa vie Eugène Schneider, héritier de la dynastie industrielle du Creusot, qui avait été l'un des premiers clients prestigieux de Beaumont et mesurait parfaitement le potentiel commercial de cette innovation. M. Beaumont lui proposa l'industriel lors d'un déjeuner à son hôtel particulier du parc Monceau. Votre invention peut révolutionner le chauffage européen, mais elle a besoin de l'industrie française pour réussir. Associons-nous. Votre génie technique et mon appareil industriel peuvent conquérir l'Europe entière. Cette association, formalisée par la création de la Société française du chauffage oriental, au capital de 500 000 francs, marquait l'entrée de l'invention dans l'ère industrielle moderne. Les usines Schneider du Creusot furent réorganisées pour produire en série les éléments techniques du système. Briques réfractaires moulées selon les spécifications de Beaumont. Système de conduit standardisé, foyers optimisés pour la combustion lente. Cette industrialisation permettait de diviser les coûts de production par 10 tout en maintenant la qualité technique. Parallèlement, Beaumont développait avec l'École des Beaux-Arts une gamme esthétique adaptée aux différents goûts et budgets de la clientèle potentielle. Le modèle impérial reproduisait fidèlement l'esthétique des Kang Manchus avec ses céramiques vernissées et ses ornements dorés. Le modèle bourgeois intégrait le système technique dans un mobilier de style français traditionnel. Le modèle populaire réduisait les ornements au minimum pour rendre le système accessible aux classes moyennes urbaines. Cette diversification de l'offre s'accompagnait d'une campagne publicitaire d'une modernité remarquable pour l'époque. Beaumont s'associa
avec l'affichiste Alphonse Mucha pour créer une série d'affiches Art Nouveau qui présentait son invention comme l'incarnation du progrès technique et du raffinement esthétique. Ces affiches, placardées dans tout Paris, montrèrent de belles femmes en kimono se reposant voluptueusement sur des lits poêles ornés de motifs orientaux avec le slogan « Chauffage Beaumont ». La sagesse chinoise au service du confort français. L'impact de cette campagne publicitaire dépassa toutes les espérances. Les grands magasins parisiens, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, le Printemps, ouvrirent des départements spécialisés dans le chauffage oriental, où des démonstrateurs expliquaient le fonctionnement du système et calculaient les économies réalisables. Ces espaces commerciaux, décorés dans un style chinoiserie du plus bel effet, attiraient une clientèle curieuse qui découvrait concrètement les avantages de l'innovation française. Les résultats commerciaux de cette industrialisation furent spectaculaires. En 6 mois, la Société française du chauffage oriental vendit 2000 installations en France et reçut 500 commandes de l'étranger. Ces chiffres, considérables pour l'époque, confirmèrent l'existence d'un marché considérable pour cette innovation qui répondait aux besoins réels de confort et d'économie de millions de foyers européens. Le chiffre d'affaires atteignit 800 000 francs dès la première année, dépassant les prévisions les plus optimistes. Cette réussite commerciale s'accompagnait d'un développement technique constant. Beaumont et son équipe d'ingénieurs perfectionnaient continuellement le système. Amélioration des rendements thermiques, sécurisation des installations, adaptation aux différents types d'architecture européenne. Un bureau d'études spécialisé fut créé pour concevoir des solutions personnalisées répondant aux contraintes spécifiques de chaque installation. L'innovation technique la plus remarquable de cette période fut le développement du lit-poêle automatique équipé d'un système de régulation thermique qui maintenait automatiquement la température désirée en ajustant l'arrivée d'air dans le foyer. Cette sophistication technique, unique pour l'époque, positionnait définitivement l'invention de Beaumont comme une innovation de pointe qui préfigurait les systèmes de chauffage automatisés du XXe siècle. La formation d'un réseau d'installateurs spécialisés dans toute la France garantissait la qualité des réalisations et la satisfaction de la clientèle. Ces artisans, formés dans les ateliers du Creusot selon les méthodes de Beaumont, assuraient un service après-vente qui contribuait à la réputation de fiabilité du système. Cette organisation commerciale moderne créait les conditions d'une diffusion massive de l'innovation dans toute l'Europe. L'exportation vers l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie et même les États-Unis confirmaient le potentiel international de cette invention française. Des filiales furent créées à Berlin, Londres et New York pour adapter le système aux spécificités architecturales et climatiques locales. Cette expansion internationale faisait du French Chinese Heating System un symbole du savoir-faire technique français à l'étranger. Cependant, ce succès commercial créait aussi de nouveaux défis techniques et commerciaux qui nécessiteraient d'autres innovations pour maintenir l'avance de Beaumont face à la concurrence qui commençait à s'organiser pour copier ou améliorer son système révolutionnaire. Paragraphe 6. L'année 1912 marqua l'apogée du succès commercial de Beaumont, mais aussi l'émergence de défis nouveaux qui testèrent sa capacité d'innovation face à une concurrence de plus en plus organisée. Des fabricants européens commençaient à développer leur propre version du chauffage par masse thermique, s'inspirant plus ou moins directement de ces brevets français. L'industriel allemand Krupp lança son Wärmebett, lit chauffant, le fabricant anglais Cole-Brookdale commercialisa son Oriental Heater, et même des entreprises américaines proposaient leur interprétation du système chinois, adapté par le génie français. Cette concurrence internationale, loin de décourager Beaumont, stimula sa créativité technique et commerciale. Il comprit que pour maintenir son avance, il devait sans cesse innover et améliorer son système. C'est ainsi qu'il développa sa seconde grande innovation, le lit-poêle modulaire, qui permettait d'adapter parfaitement l'installation aux contraintes de chaque logement. Ce système, composé d'éléments standardisés assemblables selon différentes configurations, révolutionnait la flexibilité d'installation tout en réduisant encore les coûts de production. Le principe était génial par sa simplicité.
Des modules de base de 50 cm² pouvaient être assemblés pour créer des installations de toute taille et de toute forme. Un petit appartement parisien pouvait être équipé d'un système de 4 modules, tandis qu'un château de province pouvait recevoir une installation de 20 modules interconnectés. Cette modularité permettait aussi d'équiper progressivement un logement selon les moyens financiers de son propriétaire, démocratisant ainsi l'accès à cette innovation. L'impact de cette modularité dépassa les espérances de Beaumont. Les architectes français commencèrent à intégrer dès la conception leur projet de construction ces systèmes de chauffage modulaire, révolutionnant l'architecture domestique française. L'École des Beaux-Arts créa même un cours spécialisé dans l'intégration architecturale du chauffage par masse thermique, qui formait une nouvelle génération d'architectes à cette approche révolutionnaire. Tony Garnier, architecte visionnaire de la cité industrielle, fut l'un des premiers à comprendre les implications urbaines de cette innovation. Il intégra dans ses projets d'urbanisme moderne des réseaux de chauffage collectif basés sur le principe de Beaumont, où des installations centrales alimentaient des systèmes modulaires dans chaque logement. Cette vision préfigurait les réseaux de chauffage urbain du XXe siècle, tout en conservant les avantages économiques du système chinois. La reconnaissance officielle vint avec l'attribution à Beaumont de la Légion d'honneur par le président Raymond Poincaré en personne, distinction qui consacrait sa contribution à l'indépendance énergétique française. M. Beaumont, déclara le président lors de la cérémonie à l'Élysée, incarnait parfaitement le génie français. Cette capacité unique à s'inspirer de toutes les civilisations pour créer des innovations qui servent l'humanité entière. Cette reconnaissance présidentielle transformait définitivement l'inventeur en figure nationale. Cette consécration officielle s'accompagna d'une commande gouvernementale considérable. Équiper de lits poêles modulaires les casernes de l'armée française pour améliorer le confort des soldats tout en réduisant les coûts de chauffage militaire. Cette commande de 5000 installations représentait non seulement un marché considérable, mais aussi un laboratoire d'expérimentation grandeur nature qui permettrait de perfectionner encore le système. L'installation dans les casernes révéla des avantages inattendus du système. Non seulement les soldats bénéficiaient d'un confort thermal remarquable, mais la réduction de la consommation de combustible libérait des ressources logistiques considérables pour l'armée. Le ministre de la Guerre Alexandre Millerand déclara que l'innovation de M. Beaumont contribue directement à l'efficacité de nos forces armées en réduisant leurs contraintes d'approvisionnement. Cette validation militaire ouvrit de nouveaux marchés inattendus. Les hôpitaux s'intéressèrent au système pour ses avantages sanitaires. La chaleur rayonnante constante créait des conditions particulièrement favorables à la guérison, tandis que l'absence de courant d'air réduisait les risques d'infection. L'hôpital Saint-Louis à Paris équipa ses salles de convalescence avec des systèmes adaptés qui améliorèrent significativement le confort des patients. Les établissements d'enseignement découvrirent eux aussi les avantages du système pour créer des environnements d'études optimaux. Le lycée Louis-le-Grand installa des lits poêles modulaires dans ses internats, améliorant considérablement les conditions de vie des élèves tout en réduisant les coûts de chauffage de l'établissement. Cette application pédagogique du système contribua à familiariser une génération entière avec cette innovation technique. L'Exposition universelle de Bruxelles de 1912 offrit à Beaumont l'opportunité de présenter son système à l'échelle internationale. Le pavillon français consacra une section entière au chauffage oriental français, où les visiteurs du monde entier purent découvrir cette innovation. Le succès fut considérable. Les médailles d'or obtenues à cette exposition consacrèrent définitivement la réputation internationale de l'invention française. Cependant, cette expansion internationale révélait aussi les limites du système face aux défis climatiques et culturels de différentes régions du monde. L'adaptation aux climats tropicaux, aux architectures spécifiques, aux habitudes culturelles locales nécessitait des développements techniques nouveaux qui stimulèrent la recherche continue de Beaumont et de son équipe d'ingénieurs. C'est pour répondre à ces défis que Beaumont créa en 1913 l'Institut international du chauffage économique, centre de recherche qui réunissait des ingénieurs de toutes nationalités pour perfectionner et adapter son système aux conditions du monde entier. Cette institution, financée par les bénéfices considérables de son invention, y marquait l'entrée du système dans sa phase de développement scientifique international.
Paragraphe 7. L'Institut international du chauffage économique, inauguré en grande pompe en mars 1913 dans un somptueux hôtel particulier du 16e arrondissement parisien, rassemblait les meilleurs spécialistes européens de la thermodynamique et de l'architecture climatique. Cette institution révolutionnaire, unique en son genre, visait à perfectionner scientifiquement le système de Beaumont tout en l'adaptant aux conditions climatiques et culturelles du monde entier. Le budget considérable de 200 000 francs annuels permettait de financer des recherches de pointe qui plaçaient la France à l'avant-garde mondiale de l'innovation thermique. Le directeur scientifique de l'Institut, le professeur Émile Borel de l'École normale supérieure, avait constitué une équipe pluridisciplinaire exceptionnelle, des thermodynamiciens pour optimiser les rendements énergétiques, des architectes pour intégrer harmonieusement le système dans tous les styles de construction, des ethnologues pour étudier les adaptations culturelles nécessaires et même des médecins pour documenter les effets bénéfiques sur la santé de ce mode de chauffage révolutionnaire. Les premières recherches de l'Institut portèrent sur l'adaptation du système aux climats extrêmes. Une expédition fut organisée en Sibérie pour tester l'efficacité du lit-poêle dans des conditions de froid exceptionnelles, tandis qu'une mission en Algérie étudiait les possibilités d'adaptation pour le chauffage des nuits fraîches du désert. Ces études révélèrent que le principe de la masse thermique s'adaptait remarquablement à tous les climats, confirmant l'universalité potentielle de l'innovation française. L'expédition sibérienne, dirigée par l'explorateur Jean-Baptiste Charcot, démontra que le système de Beaumont fonctionnait parfaitement, même par 40 degrés C, température à laquelle la plupart des systèmes européens devenaient inefficaces. Ce chauffage chinois adapté par le génie français, télégraphiait Charcot depuis Irkoutsk, surpasse en efficacité tous les systèmes de chauffage traditionnels russes. Les paysans sibériens eux-mêmes reconnaissent sa supériorité sur leurs poêles ancestraux. Cette validation dans des conditions extrêmes ouvrait des marchés considérables en Russie et au Canada. La mission algérienne révéla des applications inattendues du système dans les régions chaudes. Le principe de la masse thermique permettait non seulement de chauffer pendant les nuits fraîches, mais aussi de rafraîchir pendant les journées chaudes en utilisant la fraîcheur nocturne emmagasinée dans les briques. Cette découverte révolutionnaire préfigurait les systèmes de climatisation passifs du XXe siècle et ouvrait des perspectives immenses dans les régions méditerranéennes et tropicales. Parallèlement à ces recherches climatiques, l'Institut développait des adaptations culturelles du système pour faciliter son adoption internationale. Une version anglaise intégrait le lit-poêle dans des meubles de style victorien, une version allemande adoptait l'esthétique du Jugendstil, une version américaine s'inspirait du style prairie de Frank Lloyd Wright. Cette diversification esthétique permettait de surmonter les résistances culturelles à l'adoption d'une technique d'origine asiatique. L'innovation technique la plus remarquable de cette période fut le développement du système hybride, qui combinait le chauffage par masse thermique avec les technologies émergentes de l'époque. Une version électrique utilisait des résistances pour chauffer la masse thermique dans les régions équipées en électricité. Une version à gaz exploitait ce combustible moderne pour optimiser la combustion. Une version solaire expérimentait l'utilisation de capteurs pour chauffer l'eau circulant dans le système. Ces innovations techniques s'accompagnaient d'améliorations constantes de l'efficacité énergétique. L'équipe de thermodynamiciens de l'Institut réussit à porter le rendement du système à 85% contre 70% pour la version originale, performance exceptionnelle qui creusait encore l'écart avec les systèmes concurrents. Cette amélioration résultait de l'optimisation de la géométrie des conduits, de l'amélioration des matériaux réfractaires et de la perfection de la régulation thermique automatique. La diffusion internationale de ces améliorations fut assurée par un réseau de licenciés dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Ces partenaires industriels, formés dans les laboratoires parisiens de l'Institut, garantissaient la qualité technique des installations tout en adaptant le système aux spécificités locales. Cette organisation préfigurait les réseaux industriels internationaux du XXe siècle et assurait la présence française dans un secteur technique d'avenir. L'impact économique de cette expansion internationale était considérable pour l'industrie française. Les exportations de systèmes de chauffage Beaumont représentaient 2% des exportations industrielles françaises en 1913,
Performance remarquable pour une innovation si récente. Cette réussite commerciale démontrait la capacité de l'industrie française à conquérir les marchés mondiaux grâce à l'innovation technique et à l'adaptation culturelle. La reconnaissance scientifique internationale culmina avec l'attribution à Beaumont du prix Nobel de physique de 1913 pour ses recherches sur la thermodynamique appliquée et le développement de systèmes de chauffage révolutionnaires. Cette distinction suprême, la première jamais accordée à un ingénieur français, consacrait définitivement l'innovation française et plaçait la France au premier rang mondial de la recherche thermique appliquée. Cette consécration nobélienne transformait Beaumont en figure scientifique de dimension internationale, sollicitée par les universités du monde entier pour des conférences et des collaborations de recherche. L'université Harvard créa une chaire Pierre-Auguste Beaumont consacrée à la thermodynamique appliquée, tandis que l'université de Berlin invitait l'inventeur français à diriger des recherches sur l'habitat économique. Cette reconnaissance académique internationale consacrait définitivement le passage de l'invention artisanale au statut de science appliquée. Paragraphe 8. L'attribution du prix Nobel transforma radicalement le statut de Beaumont et de son invention, faisant passer le lit-poil chinois du domaine de la curiosité technique à celui de l'innovation scientifique majeure reconnue mondialement. Cette consécration suprême eut des répercussions considérables sur tous les aspects de l'entreprise: développement technique, expansion commerciale, reconnaissance institutionnelle et surtout légitimation définitive d'une innovation née de la synthèse entre sagesse orientale et génie européen. La cérémonie de remise du prix Nobel à Stockholm, le 10 décembre 1913, fut l'occasion pour Beaumont de prononcer un discours mémorable qui résumait sa philosophie de l'innovation. « Mesdames et messieurs », déclara-t-il devant l'Assemblée internationale, ce prix consacre non pas le génie d'un homme, mais la sagesse de l'humanité qui sait puiser l'inspiration aux sources les plus diverses pour créer le progrès. En m'inspirant d'une technique chinoise millénaire, j'ai simplement démontré que l'innovation naît de la rencontre des civilisations et de la synthèse des savoirs. Cette dimension philosophique de son œuvre séduisit particulièrement les intellectuels de l'époque qui y virent l'incarnation de l'universalisme humaniste français. Le philosophe Henri Bergson salua dans l'invention de Beaumont une démonstration éclatante que le progrès technique authentique ne naît pas de l'orgueil nationaliste, mais de l'humilité qui sait apprendre de tous les peuples. Cette interprétation intellectuelle de l'innovation technique contribua à sa légitimation dans les milieux cultivés européens. L'impact commercial du prix Nobel fut immédiat et spectaculaire. Les commandes affluèrent du monde entier, portées par le prestige scientifique de cette distinction suprême. En 6 mois, les ventes internationales triplèrent, obligeant Beaumont à créer des unités de production dans 5 pays européens et même aux États-Unis. Cette industrialisation accélérée nécessitait des investissements considérables, mais les bénéfices générés par cette expansion permettèrent de financer la recherche continue et les améliorations techniques constantes. La création de la Compagnie internationale Beaumont, au capital de 2 millions de francs, marquait l'entrée définitive de l'innovation dans l'économie industrielle moderne. Cette société, qui employait désormais 2000 personnes dans toute l'Europe, était devenue l'un des fleurons de l'industrie française exportatrice. Son siège parisien, somptueux hôtel particulier avenue des Champs-Élysées, symbolisait la réussite d'une innovation française conquérante sur les marchés mondiaux. L'organisation de cette expansion internationale nécessitait des innovations managériales remarquables pour l'époque. Beaumont créa l'un des premiers systèmes de formation technique internationale, où des ingénieurs de toute nationalité venaient se former aux méthodes françaises, avant de retourner développer le système dans leurs pays respectifs. Cette école internationale Beaumont formait annuellement 200 ingénieurs spécialisés qui diffusaient l'innovation technique française dans le monde entier. Le développement de standards techniques internationaux pour garantir la qualité des installations préfigurait la normalisation industrielle moderne. Beaumont établit des cahiers des charges précis, des procédures de contrôle qualité et des systèmes de certification qui garantissaient l'uniformité des performances, quelle que soit l'origine de fabrication. Cette standardisation technique permettait de maintenir la réputation d'excellence de l'innovation française malgré sa diffusion internationale massive. L'innovation technique ne s'arrêtait pas malgré ce succès commercial. L'Institut international,
désormais dirigé par une équipe de 10 ingénieurs de recherche, développait sans cesse de nouvelles applications du principe thermique de base. La version industrielle permettait de chauffer efficacement des ateliers et des usines. La version agricole créait des serres chauffées économiquement. La version urbaine alimentait des immeubles collectifs avec une efficacité inégalée. L'adaptation aux nouvelles énergies émergentes ouvrait des perspectives révolutionnaires. L'expérimentation d'un système alimenté par l'électricité hydraulique permettait d'exploiter l'énergie des chutes d'eau alpines pour le chauffage des vallées, préfigurant les réseaux énergétiques modernes. De même, l'utilisation expérimentale du pétrole comme combustible ouvrait la voie au système de chauffage au mazout, qui se développerait après la Première Guerre mondiale. La recherche médicale sur les effets sanitaires du chauffage par rayonnement révélait des avantages thérapeutiques considérables. Le docteur Pasteur Valéry Rado, directeur de l'Institut Pasteur, dirigeait des études qui démontraient que ce mode de chauffage réduisait l'incidence des maladies respiratoires, améliorait la circulation sanguine et créait des conditions particulièrement favorables au sommeil réparateur. Ces découvertes médicales ouvraient de nouveaux marchés dans le secteur hospitalier et sanatorium. L'impact architectural de cette innovation continuait de se développer avec la collaboration de l'avant-garde architecturale européenne. Le Corbusier intégrait des systèmes Beaumont dans ses projets d'habitat moderne, Walter Gropius expérimentait leur utilisation dans l'architecture du Bauhaus, Frank Lloyd Wright adaptait le principe aux maisons de la prairie américaine. Cette adoption par l'architecture moderne consacrait l'innovation comme élément constitutif de l'habitat du XXe siècle. Cependant, cette expansion mondiale créait aussi de nouveaux défis. Concurrence de systèmes similaires développés par d'autres pays, adaptation aux réglementations nationales diverses, formation de personnel qualifié en nombre suffisant, maintien de la qualité technique malgré la production de masse. Ces défis stimulaient l'innovation continue et préparaient l'évolution de l'entreprise vers l'ère industrielle moderne qui s'ouvrait avec la Grande Guerre. Paragraphe 9. L'année 1914 marqua simultanément l'apogée commerciale de l'innovation de Beaumont et le début de nouveaux défis liés à l'imminence du conflit européen. La tension internationale croissante modifiait les priorités économiques des nations européennes, qui s'intéressaient désormais à cette innovation française non plus seulement pour le confort civil, mais aussi pour ses applications militaires et stratégiques. L'efficacité énergétique remarquable du système prenait une dimension nouvelle, dans un contexte où chaque pays cherchait à optimiser l'utilisation de ses ressources pour se préparer au conflit qui se profilait. Le gouvernement français, conseillé par le ministère de la Guerre, commanda une étude approfondie sur l'utilisation du système Beaumont pour l'équipement des fortifications frontalières. L'idée était révolutionnaire, créer des postes de défense chauffés efficacement avec un minimum de combustible, permettant aux soldats de maintenir leur capacité combative même lors des hivers les plus rigoureux. Cette application militaire du système civil illustrait parfaitement la polyvalence d'une innovation technique bien conçue. Les essais menés dans les forts de Verdun révélèrent des performances exceptionnelles. Les casemates, équipés de systèmes Beaumont, maintenaient une température constante de 15 degrés, avec seulement 200 kg de charbon par mois, alors que les systèmes de chauffage militaire traditionnels nécessitaient plus d'1 tonne pour des résultats inférieurs. Cette économie de 81% sur la logistique de combustible représentait un avantage stratégique considérable pour l'armée française qui commençait à comprendre l'importance de l'efficacité énergétique en temps de guerre. L'intérêt des autres puissances européennes pour cette innovation française créait des enjeux diplomatiques et commerciaux complexes. L'Allemagne tentait d'acquérir les licences de fabrication par l'intermédiaire d'industriels suisses, la Russie proposait des contrats considérables pour équiper ses forteresses sibériennes, l'Angleterre souhaitait adapter le système pour ses bases navales. Ces négociations commerciales prenaient une dimension géopolitique dans le contexte de la course aux armements qui caractérisait l'Europe de 1914. Beaumont se trouvait confronté à un dilemme moral complexe. Fallait-il continuer à diffuser librement son innovation au nom de l'humanité et du progrès, ou la réserver à la France et à ses alliés pour préserver l'avantage stratégique qu'elle représentait? Cette question dépassait largement le cadre commercial pour toucher aux responsabilités de l'inventeur face à l'histoire. Sa décision de suspendre les ventes aux puissances centrales, tout en maintenant les livraisons vers les démocraties occidentales,
révélait sa conscience politique aiguë. Cette position engagée transforma Beaumont en figure du patriotisme économique français. Sa décision de mettre son génie au service exclusif de la France et de ses alliés démocratiques lui valut une reconnaissance officielle exceptionnelle. Il fut nommé commandeur de la Légion d'honneur et reçu en audience privée par le président Raymond Poincaré, qui le félicita pour sa contribution exemplaire à la défense nationale par l'innovation technique.